Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 25 juin. Le taux horaire du SMIC augmentera au 1er juillet de 4,05%. C'est un peu plus que la revalorisation légale, ce qui suscite des appréciations diverses à droite et à gauche et chez les syndicats. Le tribunal correctionnel de Grenoble relaxe le chef d'orchestre franco-suisse Michel Tabachnik pour sa participation à l'affaire de la secte de l'ordre du Temple solaire. Tentative d'évasion réussie grâce à un hélicoptère. La prison de Borgo en Corse. L'évadé appartient au grand banditisme et à l'ex-bande de la Brise de Mer. Arrivé en France pour une visite officielle controversée du chef de l'État syrien Bachar al-Assad. Un an après la mort de son père, nous verrons les timides avancées démocratiques du régime. Première session de l'ONU consacrée à la lutte contre le sida, la prévention, l'éducation à l'ordre du jour, avec comme bon exemple le travail fait en Ouganda, décrit dans le reportage de nos envoyés spéciaux, non loin de Kampala. Et puis un nouvel album de Cheb Mami intitulé Delali et un retour à Oran pour l'idole du rail algérien. Pour les 2 500 000 Français payés au SMIC, la revalorisation décidée par le gouvernement au 1er juillet est légèrement au-dessus de l'habitude. C'est un choix raisonnable, disait hier Laurent Fabius. Cela équivaut pour 39 heures à un salaire mensuel brut de 7 388 francs. Explication Peggy Leroy avec Éric Delagneau. La ministre de l'Emploi a donc officialisé ce soir ce que le ministre des Finances avait annoncé dès hier. Le SMIC sera augmenté de 4,05% au 1er juillet. Pour les 2,5 millions de salariés concernés, cela représente 43 francs 72 bruts de l'heure. Le salaire minimum mensuel passe donc à 7 388 francs bruts par mois, soit 5 844 francs et 45 centimes net. Au total, une hausse de 66 francs par mois. Pour la CGT, cette revalorisation est très insuffisante. Je voudrais faire observer qu'on a de fortes hausses de prix de l'énergie, de l'électricité, du gaz, de fortes hausses de la consommation alimentaire. Ce sont des postes qui pèsent beaucoup pour les salariés qui sont payés au SMIC et ils ne vont avoir malheureusement que quelques francs sur leur feuille de paye en cette fin d'année. Pour le patronat, cette augmentation alourdit les charges des entreprises au détriment des recrutements. Le courage consiste à rappeler que le SMIC est aussi un coût. Et que ce coût, lorsqu'on élève le coût de l'emploi en France, on détruit des emplois. En particulier, on détruit l'emploi qui est occupé par ceux qui sont les moins qualifiés. Légalement, le gouvernement était de toute façon obligé d'augmenter le SMIC de 3,75% au minimum. À l'arrivée, le coup de pouce d'Elisabeth Guigou se résume à 11 centimes de plus par heure. Et vous l'avez constaté, cette hausse du SMIC est au cœur de la discussion entamée cet après-midi par la ministre Elisabeth Guigou avec les différents partenaires sociaux. Mais à droite, comme à gauche, chez les élus, les réactions sur ce sujet laissent paraître bien des critiques à l'égard du gouvernement. Reportage Philippe Boissry avec Laurence Ostelaza. Dès hier, Laurent Fabius avait résumé sa philosophie d'une phrase « Il faut être raisonnable ». Pas plus de 4% de revalorisation du SMIC afin de ne pas relancer une inflation qui pointe de nouveau son nez et pourrait dès lors menacer l'emploi. Un raisonnement d'économiste aussitôt contredit par un ancien ministre de l'économie pas tant sur le fond que sur une forme qu'il juge électoraliste. On ne peut pas sans arrêt dire nous voulons la démocratie sociale et puis chaque fois qu'on a l'occasion de faire prendre des décisions par les intéressés, dire non, c'est pas vous qui devez décider, c'est l'État, c'est le gouvernement. Le communiste Maxime Grémetz a la dent plus dure. Le gouvernement se moque de nous, dit-il. Si la ligne officielle du PC est plus mesurée, elle rejoint la voix critique de Jean-Pierre Chevènement, moins sur la forme que sur le fond. Je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut aller jusqu'à 25% programmé sur 5 ans, c'est-à-dire 4,5% par an. Le pouvoir d'achat individuel, en effet, a quasiment stagné depuis 1997 et aujourd'hui, la priorité, c'est d'être clairement la feuille de paye. La feuille de paye pour soutenir la croissance. Le meilleur moyen de relancer la croissance, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat. Et la seconde raison, c'est que ces catégories les plus défavorisées ont donné au gouvernement de gauche, aux dernières municipales, ont donné un message sérieux. Si l'on ajoute des Verts jugeant l'augmentation bien timide, Lionel Jospin a peut-être donné un coup de pouce au SMIC, pas forcément à sa majorité plurielle. Les salariés de l'usine Bata Elocourt à Mousset en Moselle ont mis fin ce matin à leur grève, commencée il y a 19 jours. Mais le dépôt de bilan reste toujours probable pour cette usine alors que des négociations avec la direction sont en cours.
Et puis la Banque de France a officiellement annoncé lors d'un comité central d'entreprise la suppression de 494 emplois d'ici 2005 dans le secteur fabrication des billets. À quelques jours des premiers grands départs en vacances, la société AOM Air Liberté, placée en redressement judiciaire, vient de préciser les modalités de remboursement des billets achetés par ses passagers potentiels pour la saison d'été. Des précisions qui tiennent compte de la suppression de certaines dessertes aériennes. Commentaire Jean-Bernard Schmitt. Le conseil est bon, encore faut-il pouvoir décoller. Voilà en résumé le problème des passagers d'AOM et d'Air Liberté. Même si pour l'instant, on se veut optimiste. Je me dis que je ne vais pas m'empêcher de partir sans savoir, je verrai. Je pense qu'il y aura quand même des vols, même si on revient un peu avant ou un peu après. Pas si simple, et beaucoup songent déjà au remboursement. Premier cas de figure, le plus simple, les billets ont été achetés chez un voyagiste. Là, aucun souci, il est tenu d'acheminer coûte que coûte les vacanciers vers le soleil. Deuxième cas, les billets viennent d'une agence. Là encore, en cas d'arrêt de la compagnie, les passagers devraient être remboursés. Les choses se compliquent en cas de location sur le lieu de vacances. Si ce sont des réservations indépendantes, en fait, d'un côté des billets de transport et de l'autre côté une location saisonnière ou un hôtel, à ce moment-là, ce sont deux contrats différents et donc l'annulation de l'un n'entraîne pas l'annulation de l'autre. En clair, on risque de perdre les acomptes déjà versés. Enfin, si la réservation a été faite directement chez AOM et Air Liberté, la situation est plus problématique. Sur certaines lignes, vers Punta Cana, Nassau, Saint-Martin, Nouméa, ou en France métropolitaine, vers Montpellier, Marseille, Bordeaux, Cherbourg ou Carcassonne, les billets déjà pris seront remboursés. Il faut dire que depuis début juin, ces destinations ne sont même plus desservies. L'incertitude demeure. En revanche, pour les autres lignes, ceux qui ont acheté leurs billets au comptoir de la compagnie n'ont aucune assurance de revoir leur argent. C'est la fin de l'abattage total et systématique du cheptel bovin dans les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine. Du moins, est-ce la recommandation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments aujourd'hui? Une telle recommandation devrait être maintenant confirmée par le gouvernement. L'objectif à terme serait d'abattre seulement les animaux du même âge, un an de moins ou un an de plus que la bête contaminée. Depuis 1991, 38 000 bovins ont été abattus en France dans le cadre de la lutte contre l'ESB. À Reims, devant la cour d'assises des mineurs de la Marne, toujours à huis clos, les jurés chargés de rejuger Patrick Dils pour le meurtre de 2 enfants, meurtre commis en 1986, ont entendu aujourd'hui le témoignage de Francis Holm, ce tueur en série présent sur les lieux du crime au moment des faits. Ils ont aussi écouté un adjudant de gendarmerie qui a longuement enquêté sur Francis Holm. C'est essentiel aux yeux de la défense de Patrick Dils pour démontrer l'innocence de celui-ci. Compte rendu d'audience, Valérie Hermite et Rémi Poissonnier. La prison de Metz, il est 6h30 du matin. Dans ce fourgon cellulaire, Francis Holm est en route pour aller témoigner. Quelques minutes plus tôt, Patrick Dils arrive lui aussi au palais de justice de Reims. Étranges images de l'arrivée de 2 suspects d'un même crime sous le regard de la grand-mère d'une des 2 victimes. Nous, on veut savoir qui a fait ça. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Qui que ce soit. 2 heures d'interrogatoire, des contradictions dans son emploi du temps le jour du double meurtre. Mais pour le reste, Francis Holm n'a pas bougé. Il a répondu qu'il n'a jamais tué les enfants, qu'il n'a jamais touché ses enfants, qu'il ne les a jamais vus. Et ceci de manière claire, nette et indiscutable. À la question, auriez-vous tué ces 2 enfants? Auriez-vous pu tuer ces 2 enfants? La réponse est oui, mais je ne l'ai pas fait. Avant Holm, l'ex-gendarme Akbral est venu témoigner. En 1992, lorsqu'il arrête le tueur en série, Francis Holm lui dit spontanément avoir vu dans l'est de la France 2 enfants morts le long d'une voie ferrée. En 1997, lorsque l'enquêteur entend parler de l'affaire Dils, il fait immédiatement le lien et écrit officiellement à la justice. C'est la première approche qu'il a eue jusqu'à présent pour expliquer les meurtres pour lesquels il a été confondu. C'est-à-dire que c'est toujours des petites scénettes comme ça qu'il explique, et il est toujours témoin ou il arrive toujours sur une scène de crime. Pour vous, Francis Holm est forcément impliqué d'une manière ou d'une autre? Disons que jusqu'à présent, chaque fois qu'il a dit quelque chose, à chaque fois il était présent sur une scène de crime et à chaque fois il a été l'auteur des faits. À la barre des témoins, Francis Holm s'adresse aux familles des victimes. Je vous donne ma parole d'homme que je n'ai pas tué vos 2 enfants. Puis, de manière assez énigmatique, parle de Patrick Dils. Je ne le crois pas coupable, dit-il, et je lui souhaite bonne chance.
La décision du tribunal correctionnel de Grenoble de relaxer le chef d'orchestre franco-suisse Michel Tabachnik dans le dossier de la secte de l'ordre du Temple solaire a causé, disons, une certaine surprise. Il est vrai que l'on reprochait seulement à Michel Tabachnik des écrits, mais les 16 morts de décembre 1995 restent pour leur famille inexpliqués. Et à l'issue de l'énoncé du jugement, il y avait comme un sentiment d'inachevé. À Grenoble, reportage Joël Bruandet et Jean-Yves Blanc. Comme s'il savait déjà que son client devait être relaxé, l'avocat de Michel Tabachnik a le sourire. Quelques minutes plus tard, le tribunal correctionnel de Grenoble tranche. Le chef d'orchestre est déclaré non coupable des faits qui lui étaient reprochés. Monsieur Tabachnik a servi de bouc émissaire d'une affaire très complexe et c'est l'honneur des magistrats d'avoir estimé qu'il n'y avait pas d'infraction pénale. Pour le tribunal, les textes écrits par le chef d'orchestre ne font pas de lui le responsable des différents massacres de l'ordre du Temple solaire. Pendant le procès, certains avaient pourtant cherché à le démontrer, alors que d'autres soutenaient qu'il n'était que l'auteur de textes incompréhensibles. Aujourd'hui encore, Alain Vuarnet, qui a perdu sa mère et son frère dans le massacre du Vercors, cherche d'autres coupables que le chef d'orchestre. Je crois qu'il ne faut pas s'étonner que M. Tabachnik soit relaxé aujourd'hui. Il n'a en effet rien à voir quand vous vous placez dans le procès avec les circonstances, les vrais faits de la mort des nôtres. Ils ne se sont pas suicidés, on les a tués. Et aujourd'hui, les responsables courent toujours, ils sont dehors. Le chef d'orchestre a attendu le jugement chez lui, en Suisse. L'homme est soulagé mais gardera un souvenir pénible après des années de suspicion. Ça fait 5 ans que je clame mon innocence et qu'enfin un tribunal le reconnaît, après que la justice suisse l'ait déjà reconnu, se dit en passant, et que par conséquent, je n'ai une fois de plus à dire que j'ai rien à faire avec ces massacres, que je n'ai jamais rien à faire avec ces massacres, et le tribunal l'a dit. Certaines familles de victimes repartent de Grenoble avec un sentiment très lourd d'inachevé. Pour elles, c'était un procès pour rien. La vérité reste cachée dans les montagnes du Vercors. Nouvel espoir judiciaire pour Omar Haddad. Son dossier sera transmis à la Cour de révision qui décidera ou non de l'éventuelle annulation de sa condamnation prononcée en février 1994 pour le meurtre de Madame Marshall commis en 1991. Décision attendue dans quelques mois. Dans cette affaire Omar Haddad, la bataille d'experts s'est nourrie de différentes pièces à conviction. Mais vous allez pouvoir le constater, la justice est souvent bien pauvre et les moyens de conservation de ces pièces paraissent dérisoires et donc contestables. Alors que le développement des techniques scientifiques, lui, est en pleine expansion. Enquête Fabrice Hauss et Gilles Payen à Saint-Omer, puis à Écully, près de Lyon. Nous entrons dans la pièce la plus secrète d'un tribunal. La salle des scellés où sont conservées les pièces à conviction des affaires en cours ou récemment jugées. Des milliers de preuves qui ont parfois emporté les convictions d'un jury, accablé ou disculpé un accusé. Ici, vous avez notamment des armes qui sont les scellés constitués lors de l'affaire du gendarme Nivelle agressé au cours de la Coupe du Monde. Aucune enveloppe, aucune protection pour préserver des empreintes digitales, une catastrophe en cas de contre-expertise. Les conditions de conservation et de préservation des scellés dans nombre de tribunaux, pas tous, font qu'il peut y avoir des erreurs de manipulation, qu'il peut y avoir des incidences des conditions de conservation sur la qualité de la preuve qui sera soumise à l'appréciation du juge. La justice n'a pas évolué aussi vite que la science. À 800 km de Saint-Omer, Lyon est le laboratoire ultra sophistiqué de la police scientifique. C'est l'un des 5 centres spécialisés en France. Ils interviennent dans 80% des affaires pénales. La collaboration de ces enquêteurs en blouse blanche est précieuse. Ils peuvent dresser des portraits génétiques à partir d'infimes traces de sueur, de sperme et de sang. Cette sweatshirt donc, a été portée par un agresseur. Et ce qu'on cherche donc sur ce sweatshirt, c'est d'une part le sang d'une des victimes et d'autre part le sang effectivement du porteur s'il est effectivement saigné ou pas. Des résultats scientifiquement parfaits mais qui peuvent entraîner des erreurs judiciaires. Lorsque les enquêteurs arrivent sur une scène de crime, ils ne sont pas seuls, les traces d'ADN sont multiples. Si la personne est décédée récemment ou si elle est en train de décéder, vous allez avoir des témoins qui vont intervenir, vous allez avoir des pompiers, le SAMU, les premiers policiers et tous ces gens vont polluer la scène de crime. La science peut certes aider la justice mais pas la remplacer. Un test ADN ne vaut rien sans une bonne enquête.
Le parquet de Paris étudie des informations concernant plusieurs voyages de Jacques Chirac, voyages payés en espèces. L'affaire, révélée hier sur le site internet du magazine L'Express, concerne des déplacements effectués entre 1992 et 1995 par celui qui était alors maire de Paris. 3 juges se sont penchés sur ces paiements, dont la valeur totale serait de plus de 365 000 €, soit près de 2 400 000 francs. Explication Yasmina Farber et Jean-Louis Melin. Un week-end à New York, un billet d'avion devenu une pièce de justice. En 1993, Jacques Chirac, alors maire de Paris, règle 3 allers-retours en Concorde. Montant total du séjour, près de 120 000 francs, réglés en espèces à une agence de voyage de Neuilly. Depuis 1992, cet avocat traque les failles de la comptabilité d'Air France. Il a cru bon de transmettre le billet d'avion de Jacques Chirac au juge chargé d'instruire les dossiers sur les marchés truqués d'Île-de-France. Il faut déterminer de quelle façon un citoyen peut-il être ultérieurement un homme politique de premier plan, utiliser des sommes aussi importantes. Est-ce que 100 000 francs en espèces, est-ce qu'il y a des traces de retrait de banque? Est-ce que cela provient-il de dons déclarés? C'est à l'instruction de le démontrer. Sur son site internet, l'Express révèle que Jacques Chirac n'aurait pas seulement réglé 3 allers-retours à New York, mais une vingtaine de voyages privés pour 2 400 000 francs. Selon l'hebdomadaire, le maire de Paris avait ses habitudes dans une agence de Neuilly. Devant les juges Brisset-Foucault, Renaud Van Ruynbeck et Armand Ribrol, les responsables de l'agence de voyage auraient confirmé que les billets étaient payés en liquide à l'hôtel de ville. Selon l'Élysée, ce mode de paiement est habituel pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Mais le palais présidentiel dément le montant global des sommes versées. Les juges ont transmis le dossier au parquet de Paris qui devra dire si les faits sont illégaux. Mais dans ce cas, quelle forme pourra prendre l'enquête? Le statut pénal du chef de l'État le met à l'abri de la justice ordinaire. Le thème de la sécurité sera certainement au cœur des campagnes électorales à venir. Aujourd'hui, le Premier ministre intervenait en clôture d'une journée nationale des contrats locaux de sécurité. Monsieur Jospin souhaite la mise au point d'indicateurs fiables de l'insécurité pour mettre un terme aux récentes contestations sur les chiffres de la délinquance. La technique de l'évasion par les hélicoptères avait échoué à Fresnes. Elle a réussi à Borgo, en Haute-Corse, non loin de Bastia. Un prisonnier arrêté pour une affaire de drogue a pu saisir le filin qui lui était tendu. C'est un homme qui fit partie de ce qui fut l'association des malfaiteurs de la brise de mer. La ministre de la Justice évoque maintenant de nouveaux moyens pour éviter qu'il y ait encore des espaces non protégés dans les prisons, comme ce terrain de sport du centre pénitentiaire de Borgo. Reportage Cyril Deveau et Nathalie Gallet. Hôpital de Bastia, ce matin. Cagoules et armes au poing, 2 hommes braquent cet hélicoptère médicalisé de la sécurité civile. Un malade se trouve à bord. Le médecin-chef, Jean-Louis Bordonado, s'interpose. Il reçoit alors un coup de crosse sur la tête. Les choses se sont passées très très vite, en quelques instants, puisque sans doute que l'affaire était bien préparée et que leur priorité était de redécoller immédiatement. Le blessé est finalement déposé sur la piste. Le pilote et le mécanicien pris en otage décollent, direction la maison d'arrêt de Borgo, à 5 minutes de vol. Bon, ils étaient armés, donc nous on n'a pas cherché à entraver ce qu'ils voulaient faire. Et donc on a suivi leurs instructions, donc à savoir poser sur la prison de Borgo. Depuis le toit de la prison, les complices lâchent une échelle de corde sur le terrain de sport. Le détenu Louis Carboni s'y accroche. De leur mirador, les gardiens ne peuvent pas apercevoir l'hélicoptère car cette partie de la prison est située dans un angle mort. Nous avons un établissement qui a toujours eu des fragilités structurelles. Nous allons soit supprimer l'angle mort, soit le neutraliser avec des caméras, un système vidéo. Et au-delà de cette question d'angle mort, se pose le problème de la protection des toitures. En moins de 3 minutes, l'hélicoptère atterrit à quelques centaines de mètres de là, près du stade de Fouriani. Les otages sont relâchés. Commence alors la cavale de Louis Carboni, 45 ans, fiché au grand banditisme. Il purgeait une peine de 8 ans de prison pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. Le 31 mai dernier, 3 détenus se sont déjà fait la belle de Borgo grâce à un faux avis de libération envoyé par des complices au directeur de la maison d'arrêt. Avec la cavale de Louis Carboni ce matin, cela fait donc 4 évasions spectaculaires en moins d'un mois.
Le jeune président syrien Bachar al-Assad est arrivé cet après-midi en France pour une visite officielle de 3 jours. Il dîne ce soir à l'Elysée, mais sa venue à Paris est fortement contestée après ses déclarations anti-israéliennes. Bachar al-Assad avait affirmé que le racisme des Israéliens lors de l'intifada avait dépassé le nazisme. Des associations juives de France appelaient à des manifestations. Ils étaient 3000 à Marseille, plusieurs milliers à Paris ce soir, dont des parlementaires de droite et de gauche dénonçant l'antisémitisme de Bachar al-Assad. Jeudi dernier, dans notre édition de 20h, je vous proposais un entretien enregistré à Damas avec Bachar al-Assad, au cours duquel celui-ci réaffirmait sa volonté de réformer à son rythme son pays qui fut dirigé de façon totalitaire pendant 30 ans par son père, Hafez al-Assad. Au moins en apparence, et nous avons pu le constater, comme Alain Chalvron et Nadine Picard, le culte de la personnalité est-il en voie de disparition. C'est toujours Hafez el-Assad qui veille à l'entrée du souk Hamadi et de Damas. Ce n'est qu'à la sortie du souk que l'on trouvera un portrait en forme de cœur de son successeur et fils, Bachar. 1 an après la mort de Hafez el-Assad, rien n'aurait donc changé en Syrie. En apparence, non. Mais le pays danse aussi une sorte de tango damascène, un pas à droite, à gauche, en avant, en arrière, qui donne finalement une certaine impression de mouvement. Ce journal, par exemple, Adomari, né en février, premier journal privé depuis 38 ans, était inconcevable autrefois. Une sorte de canard enchaîné qui tape dur et fort sur les corrompus et les mentalités sclérosées. Personne ne vient me dire « ceci est interdit, ceci est permis ». Il y a une loi sur les publications qui contient en elle-même les limites à ne pas dépasser. Par exemple, l'armée et les secrets militaires ou la diffamation sans preuve. Autre signe d'ouverture, la généralisation des paraboles, même dans les quartiers populaires. La multiplication des clubs Internet ou la généralisation des téléphones mobiles. La Syrie, si longtemps refermée sur elle-même, s'ouvre un peu au monde. Pour moi, je suis très optimiste pour l'avenir de moi et de mon pays. Il n'aura pourtant échappé à aucun de ces jeunes gens qu'un coup d'arrêt a été donné en début d'année à un certain processus démocratique. Des dizaines de forums de discussion étaient apparus, ils ont été fermés. Il n'en reste plus qu'un, le voici, ce forum économique sous haute surveillance. Tout est enregistré. Le docteur Bachar veut le changement. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a autour de lui la vieille garde, le vieux système. Il bloque sa volonté de changement. Alors il va falloir qu'il y ait un petit choc entre eux, de façon à ce que le docteur Bachar puisse faire sans problème ce qu'il veut. Pour le moment, le jeune président conforte son assise populaire, installe ses propres réseaux, calme le jeu des réformes qui menaçaient de s'emballer et caresse dans le sens du poil son armée pour éviter, si possible, ce petit choc. Impressionnante marche populaire à Tizi Ouzou, aujourd'hui en Kabylie, en Algérie, à la mémoire du chanteur Lounès Matoub, assassiné il y a 3 ans. Des dizaines de milliers de personnes ont traversé la capitale kabyle, accablées par la chaleur, en réclamant vérité et justice pour l'artiste qui fut leur porte-parole et leur idole. Reportage de nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck et Jean-François Hoffmann. Toute la ville de Tizi Ouzou bloquée par la marche. Combien était-il? Peut-être 100 000. Des jeunes, bien sûr, venus de toute la Kabylie pour demander des comptes à la justice algérienne. Ils veulent savoir qui a tué le chanteur Lounès Matoub. Il y a 3 ans, on accusait les islamistes. Maintenant, ils accusent le régime. Vous dire, tous les hommes du pouvoir ont été assassinés par le militaire. La mère de Lounès Matoub a lancé un appel pour la formation d'une commission d'enquête internationale. Elle veut savoir qui a tué son fils. Kabylie martyr, répond la foule. C'est une victoire pour toute cette jeunesse qui dit non, non, non à ce pouvoir assassin. La manifestation s'est dispersée dans le calme. Incontestablement, la marche a été un succès. Des dizaines de milliers de jeunes ont réussi à défiler dans les rues de Tizi Ouzou sans incident. Il est vrai que le pouvoir avait joué la carte de l'apaisement. Il n'y avait aucune force de l'ordre à l'intérieur de la ville. Mais 1 heure après, des incidents ont éclaté devant la gendarmerie. Jets de pierre, tirs de gaz lacrymogène. On a même vu des gendarmes utiliser les mêmes lance-pierres que les jeunes.
En fin d'après-midi, tout est rentré dans l'ordre. Le pape Jean-Paul II est arrivé ce soir à Lvov, dans l'ouest de l'Ukraine. Cette ville est un fief catholique. Ce matin, le souverain pontife avait honoré la mémoire des victimes des nazis en périphérie de Kiev, où quelques 100 000 personnes ont péri durant la Seconde Guerre mondiale. À Lvov, le pape vient soutenir une communauté catholique qui a subi la persécution terrible du régime soviétique. Aujourd'hui, le clergé récupère ses églises et les symboles chrétiens fidèles à Rome réapparaissent nombreux. Reportage de Dominique Derda et Franck Brisset. À 92 ans, le père Senkivski n'a plus la force ni de célébrer la messe, ni même de se rendre à l'église. Alors le dimanche, à l'heure de l'office, il se branche sur Radio Vatican. Irina Kolomiets dirige l'Institut d'histoire religieuse de Lvov. Elle rassemble des documents, recueille les témoignages des survivants de la terreur stalinienne qui, dès le début des années 40, s'est abattue sur les catholiques ukrainiens. Volodymyr Senkivski, à l'époque, était un jeune prêtre catholique. Il fut déporté en Sibérie, 6 ans, dans un goulag. Son frère, prêtre lui aussi, fut exécuté. Pour les communistes, l'Église était réactionnaire. Vous savez, à l'époque, on devait tous être athées. Dans un pays majoritairement orthodoxe, Lvov est un bastion de l'Église catholique. Une ville qui, au fil de l'histoire, fut polonaise, austro-hongroise, allemande, russe, soviétique, jusqu'à ce qu'en 91, l'Ukraine redevienne indépendante. Irina et ses collègues ont constitué des centaines de dossiers, réuni des milliers de photographies. Elles témoignent de la férocité du régime communiste à l'égard des catholiques, mais aussi de la résistance des hommes et des femmes d'église qui, dans la clandestinité ou dans les camps, continuaient à propager la foi. Son père était l'un d'entre eux. Le KGB espérait les briser en envoyant des prisonniers politiques dans les camps, au milieu de criminels endurcis. Mais quand mon père est revenu, sa foi était encore raffermie. On ignore encore à l'heure actuelle combien furent les victimes de la répression. Les archives du KGB ne s'ouvrent que peu à peu. Lors de son séjour à Lvov, Jean-Paul II doit béatifier 27 de ces martyrs dont le sang, dit l'évêque de la ville, est la force de notre Église. Bannie en 1946, la religion catholique fut dépouillée de tous ses biens. Sur ordre du Kremlin, ils furent transférés au patriarcat orthodoxe de Moscou. 10 ans après que l'Ukraine ait retrouvé sa liberté, les catholiques ont déjà récupéré près de 2500 de leurs églises. Ce jour-là, à l'Académie de théologie, les étudiants de 3e année en grande tenue recevaient leur diplôme de fin d'études. Et puis, symboliquement, dans une coquille de noix, une petite croix en or comme celle que portaient secrètement les fidèles pendant les années sombres. Les autorités yougoslaves ont entamé dès aujourd'hui des démarches judiciaires visant à transférer l'ancien président Slobodan Milošević vers le tribunal international de La Haye. Les avocats de Slobodan Milošević ont fait appel du décret pris par le gouvernement de Belgrade qu'ils jugent anticonstitutionnel. Ce 25 juin 2001 est une date anniversaire il y a 10 ans, avec notamment la déclaration d'indépendance unilatérale prise par la Slovénie, commençait le démantèlement de la Yougoslavie, mais aussi de terribles années de guerre et de drames. Quelques mois plus tard, les Croates de Vukovar connaissaient une tragédie dont les traces sont encore très visibles. Jérôme Bonny et Frédéric Pasquet sont retournés à Vukovar où les parents des disparus ne savent toujours pas ce que fut le destin tragique de leurs enfants. Savka, postière à la retraite, n'a jamais quitté Vukovar, sauf pendant les quelques mois des combats les plus violents, fin 91. Depuis 10 ans, chaque jour, elle ouvre son rideau sur des ruines. Si vous aviez vu comment c'était quand je suis revenue, il y avait de la terre, des éclats d'obus partout, et je n'avais pas d'autre endroit où vivre. Novembre 91, après 3 mois de siège et de bombardement, l'armée yougoslave reprend Vukovar avec l'aide des paramilitaires serbes. Les habitants terrorisés sont chassés de leurs caves. 200 combattants croates, enlevés à l'hôpital, sont exécutés. Parmi les nombreux disparus, Darko Biluzic. Sa famille croate n'a jamais su ce qu'il était devenu. Depuis, sa mère voit dans chacun des Serbes de Vukovar un suspect. Je ne sais pas qui l'a tué, mais il est parmi eux. Chacun d'entre eux peut être le coupable. Le gouvernement croate a financé la reconstruction de leur maison, mais la douleur est toujours là.
La plupart des jeunes ont déserté Vukovar, ville en plein marasme économique, incapable de se tourner vers l'avenir, de dépasser les haines qui ont conduit à la guerre. Les Serbes, eux, un quart de la population de Vukovar, n'ont pas la moindre aide de l'État croate pour reconstruire. Ils doivent se tourner vers des associations de l'Union européenne avec l'impression d'être traités comme des parias. Ma voisine d'en face, croate, a passé toute la guerre avec son fils dans ma cave. Aujourd'hui, elle ne me dit même plus bonjour. Les difficultés économiques de la Croatie et la baisse de l'aide internationale ces dernières années ne font que retarder à la fois la reconstruction de villes comme Vukovar et la réconciliation entre communautés serbes et croates qui prendra au moins une génération. François Léotard, nommé représentant de l'Union européenne à Skopje en Macédoine. Aujourd'hui, de violents combats ont éclaté près de Tetovo, dans le nord-ouest de la Macédoine. Hier soir, dans notre édition de 20h, nous évoquions le sort de 180 Libériens à bord d'un cargo suédois et errant depuis 3 semaines dans le golfe de Guinée. Le cargo est arrivé dans le port de Lagos, au Nigeria, mais personne n'est autorisé à débarquer pour l'instant. Seuls les membres du Haut Commissariat aux réfugiés ont pu monter à bord. Pour la première fois, l'ONU, réunie en session spéciale à New York, évoque un problème de santé mondiale, une urgence. Ce sont des pays africains qui veulent lancer un appel à la solidarité contre la pandémie du sida qui a fait 22 millions de morts en 20 ans. Les États-Unis et la France surtout s'engagent dans la lutte contre le sida. Mais en Afrique, il ne s'agit pas seulement d'un besoin de médicaments, mais d'un travail pour modifier les comportements. À ce titre, l'Ouganda fait figure de précurseur. Dans ce pays, depuis 1982, 4 millions de personnes sont mortes du sida. On compte 1 million d'enfants orphelins. Mais l'Ouganda a réussi par des méthodes d'information et de prévention à réduire le nombre de cas. Et la bataille commence souvent dans les écoles, comme le racontent Jean-Daniel Fezaki et Philippe Jasselin, qui se sont rendus à Kamuli, au nord de la capitale ougandaise, Kampala. Kamuli, à 2 heures de route de Kampala, l'uniforme des écoliers rappelle que l'Ouganda fut colonie britannique. Ici, comme dans le reste du pays, le sida tue toujours. On estime qu'en 20 ans, près de 3 millions d'Ougandais sont morts à cause du virus et il y a près de 2 millions d'orphelins. Mais pourtant, l'espoir renaît dans ce pays. C'est en effet la première fois en Afrique qu'on a réussi à faire reculer l'épidémie. 30% de la population était touchée en 82, 10% aujourd'hui. Et si le sida est ainsi combattu, c'est qu'on peut en parler sans tabou. Le meilleur baromètre, c'est la vente des préservatifs, ce que l'on appelle en anglais les condoms. Les jeunes sont les principaux acheteurs. Les jeunes? Oui. Les garçons, les filles? Les garçons. Mais pour les spécialistes de santé publique, ce qui explique le recul spectaculaire de l'infection par le virus, c'est la façon dont les jeunes ont modifié leur comportement. Et cela grâce aux campagnes d'information menées à travers le pays. Dans ce collège de filles, les élèves ont entre 13 et 18 ans. Et pendant que dans une classe, on s'occupe des plantes et de leur reproduction, dans la classe voisine, on s'intéresse plutôt à l'anatomie des filles et des garçons. Les adolescentes sont les plus vulnérables. À 14 ans, 50% des Ougandaises ont déjà été enceintes, et pas toujours, par leur faute. Il y a des filles qui sont poussées par leurs parents à coucher avec un garçon. Comme ça, c'est lui qui va entretenir la famille. Rapport consenti ou forcé, les risques de sida sont toujours là. Alors bien sûr, la séance d'initiation au préservatif est un passage obligatoire. Ce jour-là, il y avait une spectatrice inhabituelle venue du dispensaire et du couvent voisin. Une religieuse très réaliste. Je comprends, mais ma religion m'interdit d'encourager l'usage du préservatif. Pour l'association Straight Talk, parler franc en français, les rapports avec les écoles catholiques très nombreuses dans le pays ne sont pas toujours faciles. On leur a dit nous sommes face à une crise et le virus frappe les gens quelle que soit leur religion. Alors nous devons parler de tout et ils nous accueillent de plus en plus souvent. Mais le succès est fragile et avec le temps qui passe, il faudra encore avoir beaucoup d'idées pour aider les jeunes qui vieilliront à grandir en se protégeant. Sport tennis, la première journée du tournoi sur gazon de Wimbledon et première grosse surprise, l'élimination de la joueuse numéro 1 mondiale Martina Hingis qui s'est fait battre par l'Espagnole quasi inconnue Virginia Ruano Pascual en 2-7, 6-4, 6-2.
En revanche, le favori chez les hommes, Pete Sampras, a passé sans difficulté le premier tour. Il part ainsi à la conquête d'un 8e titre à Wimbledon. Et puis, il y a quelques instants, qualification de Sandrine Testu. Comme prévu, le Conseil d'État a rejeté la requête du Toulouse Football Club demandant l'annulation du classement du dernier championnat de France de football après l'affaire des faux passeports. Seul le match Saint-Étienne-Toulouse est donné perdu pour les Stéphanois, mais cela ne change rien au classement général déjà validé par les dirigeants du football français. La sortie de ce nouvel album, celui de Cheb Mami, celui que l'on a découvert en France il y a maintenant plus de 15 ans et qui chante en duo avec Sting, propose 13 nouvelles compositions sous le titre Delali. Il sera en tournée chez lui, en Algérie, à Oran prochainement. Olivier Lenouza et Christophe Vignal l'ont accompagné dans ce retour aux sources. J'avais 14 ans et j'avoue que j'avais un trac fou. Je voulais tellement donner le maximum. La voix d'un gamin. Le premier enregistrement de Mohamed Khelifati, surnommé Cheb Mami, le môme. Un enfant qui allait devenir l'un des princes du rail. Né à Saïda, Cheb Mami débute en chanson dans les fêtes et les mariages. Le succès aidant, l'adolescent monte à Oran. Un second prix dans un radio-crochet, des premiers titres enregistrés sur des cassettes vendues à la sauvette, Cheb Mami devient la vedette d'une musique longtemps bannie par les autorités. Pour écouter le rail, en live, c'était les cabarets, c'était pas des concerts. Ça, c'est vraiment au début. Mais après, bon, ils ont compris qu'elle avait tellement elle a eu tellement un impact envers le public, envers la jeunesse, alors ils ont fini par la passer à la télévision. Cheb Mami n'aime pas parler politique. Il n'oublie pourtant pas son peuple, lui qui donnera cette année 3 concerts sur sa terre d'Algérie. Tous ces gens qui parlent d'Oran et de l'Algérie, ça c'est grâce à la musique. Et je pense que ouais, c'est leur oxygène, c'est une bouffée d'air pour l'Algérie. Un nouvel album, le 4e, enregistré entre New York, Londres et Paris. Confectionné avec l'aide de prestigieux producteurs, métissé de sonorités occidentales. Cheb Mami désire universaliser sa musique sans renier l'âme, les racines du rail. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées. Le taux horaire du SMIC qui augmente au 1er juillet de 4,05%. C'est un peu plus que la revalorisation légale, ce qui suscite déjà des appréciations diverses à droite, à gauche et parmi les syndicats. Et puis la tentative d'évasion réussie grâce à un hélicoptère. La prison de Borgo en Corse, l'évadé appartient au grand banditisme et à l'ex-bande de la Brise de Mer. Une météo chaude vous sera présentée dans quelques instants par Patrice Dorvet. À minuit 50, le dernier journal vous sera proposé par Jean-Claude Renaud, suivi de Musique au cœur d'Ève Ruggieri. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Robert Rochefort, le directeur général du CREDOC. À 13h, vous retrouverez Antoine Cormery. À demain 20h. Bonsoir. Merci.